Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du journal. Un nouveau système de transfert d'eau douce et un stade flambant neuf ont été inaugurés à Mbaké, une zone urbaine située au centre du Sénégal. Ces infrastructures contribueront à la désalinisation des eaux souterraines de la région. Les détails dans ce journal. En RDC, l'Agence des États-Unis pour le développement international et la Sophie Bank signent un accord de partenariat. Quels sont les enjeux de cet accord? Des réponses dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. On commence cette édition par le Sénégal où le Premier ministre sénégalais Amadou Ba a inauguré le 28 janvier dernier deux grandes infrastructures à Mbaké, une zone urbaine située au centre du pays. Il s'agit du nouveau stade olympique et du nouveau système de transfert d'eau douce de la localité. Estimé à 23 milliards de francs CFA, ces réalisations visent à résoudre le problème de désalinisation des eaux souterraines qui provoque une décoloration des dents en raison du niveau élevé de chlorure et de fluorure. Les détails avec Irène Papadina. Au Sénégal, le 28 janvier 2024 restera gravé dans les annales de l'histoire de Mbaké à cause de l'inauguration de deux projets de grande importance pour les populations par le Premier ministre Amadou Ba. Officiellement estimé à 23 milliards de francs CFA, le système de transfert d'eau douce ambitionne de révolutionner l'accès à l'eau potable dans les régions. Constitué de 4 forages qui produiront 16 000 m3 d'eau par jour, ce système de transfert d'eau douce va soulager les populations de Mbaké et les localités adjacentes. Cette eau, outre les usages domestiques, va être utilisée pour le développement du potentiel agricole qu'il y a dans la zone. En outre, le Premier ministre a également inauguré le tout nouveau stade flambant de la ville de Mbaké, offrant un lieu moderne pour la pratique du sport, de rassemblement et de sensibilisation communautaire sur les meilleures pratiques de gestion des ressources naturelles et environnementales. La population, en l'occurrence les jeunes, doit militer pour la protection de ces infrastructures et veiller à la bonne gestion des ressources en eau. Ces réalisations marquent un tournant important dans la vision de développement du Sénégal, démontrant la ferme engagement du gouvernement à promouvoir une croissance inclusive et durable à travers le pays. Pour rappel, dans sa politique de la jeunesse, le gouvernement sénégalais a également mis en œuvre un important programme de construction et de réfection des infrastructures sportives et de collecte des déchets plastiques sur toute l'étendue du territoire. Au Togo, l'ONG Association Vie Précieuse Togo, en collaboration avec les acteurs des comités villageois de développement CVD du quartier Arondjo-Kopé, dans la commune Agouenivé 2, ont organisé une activité de salubrité et de sport le samedi dernier. Une initiative qui permet d'encourager la population, notamment les femmes, à protéger l'environnement et à se remettre au jogging tout en participant au ramassage des ordures. Les précisions avec Irène Papadina. Initié par l'ONG Avib Togo et les membres du CVD de Haondjo-Kopé, ce projet de la lutte contre la pollution a été financé par le district autonome du Grand Lomé avec le soutien de l'Agence française de développement. Elle vise à promouvoir la pratique du sport chez les femmes pour prévenir les maladies cardiovasculaires et favoriser leur bien-être. De plus, il encourage l'engagement des femmes dans le maintien de la propriété de leur environnement en les sensibilisant au ramassage des déchets dans les rues. Dina Gewano, coordinatrice nationale de l'ONG Avib Togo, souligne que l'activité se déroule chaque deuxième et dernier samedi du mois dans plusieurs quartiers de la commune de Legbasito. Les participants, notamment les femmes et les élèves, se mobilisent avec le soutien de la mairie de la Guenivé 2 et les CVD pour rendre leur quartier propre en éliminant les dépotoirs sauvages. Au cours de cette journée, les femmes et les jeunes ont nettoyé les rues du quartier, éliminant plusieurs grands et petits dépotoirs sauvages et ont profité de l'occasion pour pratiquer le jogging et les étirements.
À la suite du ramassage des déchets, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de pratiquer régulièrement le sport pour maintenir leur santé. Ils ont également été encouragés à éviter la création des dépotoirs sauvages dans leur quartier avec l'invitation à signer des contrats avec des sociétés de prélèvement des ordures. Dans le cadre de ce projet, l'ONG Avib Togo a établi un partenariat avec une société de ramassage d'ordures pour faciliter l'élimination des déchets. La journée s'est conclue par une session de sensibilisation à l'intérieur du collège Rosignol où les participants ont été informés sur la gestion des déchets plastiques et ménagers et ont été incités à s'inscrire auprès des services de ramassage pour éviter la création des dépotoirs sauvages. L'ONG continue de jouer un rôle essentiel dans le développement durable en impliquant activement la gente féminine comme actrice du développement depuis sa création en 2015. Du Togo, allons maintenant au Congo où la délégation de l'Union européenne à Brazzaville a saisi l'Association technique internationale des bois tropicaux pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'appui au secteur privé au Congo. L'objectif est de favoriser l'implication des entreprises du secteur forestier opérant au Congo dans la gestion responsable des forêts. Alexandra Adekami. Redorer le blason de l'exploitation forestière au Congo. C'est ce à quoi s'attelle l'Association technique internationale des bois tropicaux, ATIBT. Dans un communiqué, l'organisation qui assure la mise en œuvre des projets internationaux dédiés à la gestion durable et responsable des forêts tropicales dit avoir été sollicitée à cet effet par la délégation de l'Union européenne à Brazzaville. Pour l'Union européenne, la filière bois congolaise est souvent l'objet de préjugés à cause de la méconnaissance des efforts entrepris en matière de gestion durable des forêts. Pour améliorer la perception sur la filière bois congolaise, l'ATIBT a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre le projet d'appui au secteur privé au Congo. Cette initiative vise à améliorer la gouvernance forestière en renforçant les capacités des associations professionnelles ainsi que les entreprises du secteur forestier opérant dans ce pays d'Afrique centrale. L'objectif est de favoriser leur implication dans la gestion responsable des forêts conformément à l'accord partenariat volontaire signé entre le Congo et l'UE en 2010. À travers ce projet, il est surtout question pour la TIBT de susciter un changement de perception en montrant que les entreprises forestières, loin des stéréotypes, sont engagées dans une démarche responsable. En promouvant ces actions positives, l'objectif est de créer une dynamique favorable à une plus grande reconnaissance des efforts entrepris par le secteur privé forestier pour assurer la pérennité des forêts du Congo tout en encourageant la diversification et la valorisation des ressources forestières moins exploitées. Une étude publiée le 13 janvier 2017 par une équipe d'experts révèle en effet qu'entre 2000 et 2013, l'Afrique a vu disparaître 101 000 km², soit 10% de ses paysages forestiers intacts. Une situation qui concerne à plus de 90% les forêts du bassin du Congo, la seconde forêt tropicale du monde. Et l'étude conclut qu'à ce rythme, tous les pays du bassin du Congo, à l'exception de la République démocratique du Congo, verront disparaître l'ensemble de leurs paysages forestiers intacts au cours des 60 prochaines années, ce qui représentera une catastrophe écologique. Allons maintenant de l'autre côté du fleuve Congo en RDC. L'Agence des États-Unis pour le développement international signe un accord de partenariat avec la Sofibank. Cet accord va appuyer le développement de petites et moyennes entreprises inclusives responsables dans la province du Haut-Uélé en République démocratique du Congo. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des communautés locales et de réduire la pression sur les ressources naturelles autour du parc national du Gambara et de la mine d'or de Kibali. Retrouvons Alexandra Adekami. Dans la province du Haut-Uélé, au nord-est de la République démocratique du Congo, le manque d'opportunités d'emploi dans le secteur formel et la faible diversification des secteurs d'activité entravent le développement économique et nuisent à la biodiversité.
biodiversité. Confrontées au manque d'opportunités, les populations locales versent dans le braconnage, la coupe illégale du bois et l'exploitation artisanale de l'or. Pour inverser cette tendance, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID signe un partenariat entre son projet Alliance pour la protection de la biodiversité et le développement et la Sophie Bank, une banque commerciale basée à Kinshasa. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des communautés locales et réduire la pression sur les ressources naturelles autour du parc national de Karamba et de la mine d'or de Kibali. Le projet APBD de l'USAID atteindra ses objectifs en mobilisant les ressources des partenaires publics et privés sous forme d'interventions subventionnées, de partenariats, d'accords, de partage des coûts ou en tant qu'intermédiaire entre des tierces. Ces interventions s'articulent autour de 4 composantes: l'amélioration de l'accès aux opportunités économiques et financières, le développement durable du secteur privé, le renforcement des capacités pour une exploitation minière artisanale responsable et la gestion intégrée et efficace du parc national de Karamba. Le projet APBD est le deuxième du genre, lancé dans la province du Haut-Uélé en l'espace de 7 mois. En mai 2023, le Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en RDC, l'ambassade de la Corée et le ministère congolais de l'Environnement ont lancé le programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la province du Haut-Uélé. Financé par la République de Corée et par le PNUD, le projet vise à lutter contre le changement climatique et à améliorer les conditions économiques des populations autochtones. Direction l'Europe continue cette édition. Le vieux continent perd sa fraîcheur depuis quelques années. Déjà au début de cette année 2024, le continent se déshydrate et ses terres s'assèchent un peu plus qu'auparavant. D'après une récente étude scientifique, il ressort que près du tiers du territoire européen se trouve dans une sécheresse record depuis 2018. Les détails dans ce commentaire. L'Europe est assoiffée depuis quelques années et la situation semble empirer. La sécheresse des sols est descendue début janvier à son plus bas niveau depuis avril 2018 en Europe et sur tout le littoral méditerranéen. D'après l'Observatoire européen de la sécheresse, le tassement des sols concernait 19,6% du territoire européen et les côtes méditerranéennes entre le 1er et le 10 janvier de cette année. Une proportion qui passe sous la barre des 20% pour la première fois depuis 6 ans. En 2023, la sécheresse des sols a atteint un pic en Europe avec 49,2% des terres affectées au milieu de l'année. Déjà au début des mesures par l'Observatoire européen de la sécheresse entre 2012 et 2017, l'Europe n'avait jamais connu de tels épisodes. En début de cette année, la sécheresse se concentrait sur le sud et le nord du continent. Sur la côte méditerranéenne, 51% des surfaces étaient touchées en Grèce, 55% en Italie, 35% en Espagne et la quasi-totalité de l'île de Chypre. Au nord de l'Europe, la sécheresse touche 53% de la Norvège, 86% de l'Islande et 89% des îles Féroé. Paradoxalement, cette sécheresse ne concernait début janvier que 7% du territoire français métropolitain, 0,3% du territoire allemand et 0% du territoire polonais. Pour l'Hexagone, cette situation s'est accompagnée d'une amélioration de l'état des nappes phréatiques, car plus de la moitié d'entre elles étaient au-dessus des normales en décembre dernier, selon le Bureau de recherche géologique et minière. Pour mettre un terme à cette édition, notons que les lacs et les rivières sont des écosystèmes d'eau douce précieuse pour la vie humaine, la planète et la vie animale. Essentiels pour l'eau potable, l'irrigation des cultures et l'hygiène, ces écosystèmes d'eau douce sont confrontés à de nombreuses menaces. Leur préservation est désormais une priorité environnementale. Plus de détails avec Rachidou Mberko. Les rivières et les lacs sont confrontés à de nombreuses menaces au monde. Alors que nous dépendons des écosystèmes d'eau douce pour l'eau potable, l'irrigation des cultures et l'hygiène, cette crise est quelque peu éclipsée par d'autres urgences environnementales comme la déforestation ou la pollution plastique. Pendant longtemps, la protection des cours d'eau était considérée comme relevant de la protection terrestre. L'on pensait qu'en protégeant les terres, les cours d'eau qui les traversaient seraient eux aussi protégés, même si des preuves accablantes démontrent qu'une telle approche n'a généralement pas l'effet escompté. Mais l'heure est au changement.
Les enjeux relatifs aux écosystèmes d'eau douce prennent en ampleur dans les programmes de conservation. Alors que des études continuent régulièrement d'exposer la triste réalité, les scientifiques jugent que les avantages écologiques et économiques des cours d'eau en bonne santé sont de plus en plus évidents, tout comme les solutions pour y parvenir. Il est cependant nécessaire d'agir afin de sauver ces écosystèmes essentiels à la survie des animaux et des hommes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Ensuite, de nos programmes.